sur l'île déserte après Hérodote et éventuellement l'Iliade si Thibaut me le laisse. Et donc un troisième, je prendrais bien une bande dessinée aussi, histoire de vraiment varier les plaisirs, donc peut-être Watchmen, parce que dans le genre bande dessinée qu'on n'a pas fini d'épuiser, qu'on pourrait lire plusieurs fois, elle se pose. Voilà. Au fil de nos lectures, on croise un paquet de personnages. Il y en a qui disparaissent avec le temps, et puis d'autres qui restent. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de Jaworski. Moi, quand je pense à Jaworski, je pense à Gesufal Don Benvenuto. J'ai d'autres personnages qui m'ont marqué. Je pense par exemple à l'instant, comme tu dis, c'est des choses qui évoluent en permanence quand si on nous pose la question. Et par exemple, aux univers de Joe Abercrombie, il y a un personnage qui m'a toujours fait beaucoup rigoler, c'est Koska. Vous, quels sont les personnages que vous avez pu tour à tour rencontrer, qui vous ont marqué, et peut-être même que vous auriez aimé écrire? Vas-y, je réfléchis. Pareil, c'est au fil de l'eau. Moi, je pense à deux choses, notamment une parce qu'il y a eu l'adaptation télé, mais la Servante écarlate, je trouve que c'est un personnage dans son intimité. Oui, c'est un beau personnage. C'est vrai que là, du coup, j'avoue que moi, j'aurais aimé l'écrire, ce personnage, parce qu'il est tout en finesse. On est vraiment sur une réflexion intérieure, on est vraiment sur quelque chose qui est toujours très dosé. Alors, je sais que la suite est sortie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais La Servante écarlate, le premier, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur un roman qui n'a pour moi pas vieilli d'un iota. Et sur les autres personnages, alors c'est drôle, parce que, attention, c'est le moment auto-promo, j'ai aussi une casquette éditeur et on ressort aux éditions XPSF à la pointe de l'épée. Et je pense que, comme certains auteurs et autrices, je pense à Estelle Faye, on a un certain amour pour cette autrice, notamment à la pointe de l'épée, parce qu'il y a des personnages qui ont influé notre écriture. Et Richard Saint-Vière, l'épéiste gay de À la pointe de l'épée, c'est une figure emblématique, et je pense que je ne l'aurais pas lu. Je pense que je n'aurais pas lu certains personnages de mes récits. Boudica n'aurait pas été comme ça. Donc je pense que vraiment, ça a été une pierre angulaire dans mon écriture. Alors, un personnage, ça va être difficile d'en choisir un. Dans le genre, je pense à... Alors, dans le style... pas dans le type de personnage qui m'a marqué, mais en fait, quand je vois ce personnage décrit par certains auteurs, je me dis que ce personnage est parfait, qu'il est très intéressant. Il y a donc... je pense à Robert d'Artois, de Roi Maudit, de Maurice Druon. Toute la construction autour de ce personnage, même s'il est ancré dans l'histoire, est parfaite. En fait, le travail qu'il fait Druon dessus est parfait. Il y a Robert Merle, le personnage principal de La mort et mon métier, un personnage qui fait froid dans le dos. Parce que c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais c'est un des premiers personnages, quand j'ai découvert, qui m'a fait réaliser que le mal n'est pas forcément quelque chose de conscient, que ça peut être quelque chose d'affreusement banal. Bon, après, j'ai découvert Arendt après, mais ce livre de Robert Merle, La mort et mon métier, avec ce personnage qui fait le mal sans s'en rendre compte, m'a marqué. Et après, pour rester dans la littérature, il y a, je pense, dans la littérature de tranchée, il y a alors c'est un livre autobiographique du Gabriel Chevalier, La peur, je ne sais pas si les gens ont lu ce livre, et c'est un des premiers livres qui parle en fait de la peur et de l'approche que les gens ont de la peur pendant la Première Guerre mondiale. C'est un soldat qui explique comment il est rejeté parce qu'il admet qu'au fond il a peur. Et on lui explique que c'est un lâche, que les vrais hommes n'ont pas peur, et lui, en fait, dans tout son roman, il va expliquer que la peur est consubstantielle à l'homme, et il va expliquer comment, en fait, en faisant ce simple constat que face à l'innommable, on a nécessairement peur, il va être rejeté par les infirmières qui vont refuser de le soigner, rejeté par sa famille qui va le traiter de lâche. Je pense que ce sont des personnages tous ancrés dans la réalité, parce que souvent ce sont des personnages soit historiques, soit des autobiographies, et qui vont marquer dans la façon de faire réfléchir le lecteur, pas seulement sur le déroulé d'une intrigue, mais sur des choses plus profondes. Alors moi j'ai eu beau réfléchir pendant que mes collègues répondaient, j'ai pas vraiment trouvé de réponse à cette question. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je m'attache beaucoup plus aux personnages historiques, aux personnages mythologiques, plutôt qu'aux personnages purement littéraires. Donc j'ai pas de... À votre question, j'ai pas de personnage vraiment littéraire qui me viennent, qui m'ait plus marqué qu'un autre.
Donc je crois que je vais zapper la question, sauf... Ou plutôt rebondir, mais le prendre sous un autre angle. Si justement, il n'y a pas forcément de personnages qui t'ont marqué, enfin, dans la littérature, il n'y en a pas un ou plusieurs que tu arrives à faire émerger, justement, dans les personnages historiques que tu as croisés, lesquels... Oui, mais là, il y en a trop après, c'est ça le problème. Peut-être Alexandre Le Grand. Ouais, ah, bah, c'est vrai que oui, tu m'as écouté tout à l'heure, c'est bien. Donc oui, bah après les grands conquérants, les grands héros, oui, les figures marquantes, Alexandre, César, Napoléon, bon, enfin, je vais rien dire de très original parce que c'est des personnages qui non, c'est moins. Non, il est marrant lui quand même. Ah, peut-être, mais non, moi je suis quand même plus branché Antiquité, Moyen-Âge, donc j'ai cité Napoléon, je parle d'Antiquité, Moyen-Âge. Voilà. Enfin bref. Non, pour moi l'histoire s'est longtemps arrêtée à Napoléon en fait. Donc une fois que la France n'a plus de roi, en fait j'ai commencé. Je vais parler de ma vie là, mais ça n'a aucun rapport avec la question, c'est grave. On peut y aller. Oui, parce que finalement. Le micro pas d'accord. Censure. C'est de ma faute, c'est de la tienne, c'est qui? On a parlé du chrony, voilà, ça déconne. Avant, j'avais des tympans. Normalement, ça doit être pareil. Qu'est-ce que je disais? Oui, finalement, si je parle d'histoire, c'est pas non plus totalement hors sujet, puisque mes romans se basent quand même tous sur des figures historiques ou mythologiques, donc on n'est pas hors sujet. Je me suis intéressé à l'histoire depuis que j'étais tout petit et j'ai commencé par m'intéresser. Je connais par cœur la généalogie des rois de France, qui fait partie de mes super pouvoirs totalement inutiles. Mais effectivement, je suis totalement incollable là-dessus, à part peut-être sur les Mérovingiens, parce que c'est vraiment très compliqué. Le royaume de France était partagé en 4 ou 5, donc il y avait des rois partout, c'est très compliqué. Mais à part ça, je suis incollable. Et donc voilà, donc longtemps pour moi l'histoire de France s'est arrêtée au moment où on s'est débarrassé de nos rois. Et donc je suis totalement parti dans une direction qui n'avait rien à voir. Non, on a appris que tu étais monarchiste. Monarchiste, non, parce que je suis absolument pas politique d'une manière ou d'une autre, mais oui, j'ai d'une manière ou d'une autre de l'affection pour nos rois, même les pires, ils ont forcément des choses intéressantes à dire. Mais voilà. J'ai répondu quand même un peu. Bien sûr. Est-ce que, en dehors de la littérature, est-ce que vous êtes influencé, par exemple, par le cinéma, que ce soit les jeux vidéo, et est-ce que ces influences vous aident en tant qu'écrivain à concevoir des univers, et en sortant vraiment, on va dire, de la littérature, voilà. Est-ce que ça peut être le cinéma, les jeux vidéo, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident, vous, à écrire et qui vous insufflent de l'inspiration quand vous écrivez? J'ai le micro, donc je peux peut-être répondre tant que j'ai le micro. Alors, on va dire que le jeu vidéo a une influence sur mon écriture, étant donné que je joue trop, donc j'écris moins. C'est la première influence des jeux vidéo. À part ça, non, je suis pas cinéphile. C'est quelque chose que j'aimerais bien, mais bon, je vois des films, j'apprécie des films, mais malheureusement, j'ai pas de culture cinéma. Donc j'essaie de pallier ce manque un petit peu, mais bon, c'est difficile parce que je suis avant tout un lecteur. Donc même si j'ai des influences, ce sera quasi exclusivement de mes lectures. Pas de série non plus. Non, série surtout pas, parce que je sais que c'est un gouffre. piège. Voilà, C'est un piège. Oui, parfois ma femme me force à en regarder, mais je sais que oui, c'est dur. Mais non, série surtout pas. Et d'ailleurs, non, série même pour tout ce qui est littérature, je suis pas du tout série non plus. En général, quand j'ai fini de lire un auteur ou lire un roman, j'ai vraiment envie de passer à un univers totalement différent. Merci. Alors oui, influence jeux vidéo et cinéma sans doute possible, parce que j'aime beaucoup le cinéma et y compris des bonnes séries B bien débiles. Si on veut citer par exemple une de mes références de série B en fantasy, c'est Calidor, je ne sais pas si les gens connaissent. Bon gros tâcheron, Oui. j'aime beaucoup. Il y a un petit côté Madeleine de Proust dans ce genre de film. Il était bien quand on avait 8 ans. Oui, c'est ça. Et puis tu le revois, tu fais. Et puis surtout, tu dis, on m'a laissé voir ça à 8 ans. Mais ouais, dans le cinéma, j'aime beaucoup. Alors, pas forcément la fantasy, parce que la fantasy au cinéma est rarement bien servie, malheureusement. On a de bons exemples, mais c'est pas toujours le cas.
Oui, je pense dans la mise en scène, le procès de mise en scène au cinéma m'intéresse. Je m'y suis intéressé en fait grâce à des youtubeurs en fait comme Chroma, comme Karim Debache, comme François Terrel, etc. qui m'ont poussé un peu à aller voir des films qui n'étaient pas dans ce que je regardais. Parce qu'avant pour moi le cinéma c'était un divertissement, c'était pas j'y allais parce que les copains y allaient, mais je cherchais pas ce qu'on appelle le langage cinématographique. Et maintenant, oui, je pense que la mise en scène, ça aide aussi quand on met en place notamment des films d'action, de ne pas faire du pur descriptif, mais d'essayer de décrire en même temps qu'on crée un mouvement, etc. Donc c'est le cinéma influence. La BD aussi, parce que c'est pas exactement du roman, mais le côté graphique, visuel influence. Et moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup à écrire, c'est la musique. La musique de film, musique de jeux vidéo, parce que maintenant on fait des compositions de jeux vidéo qui sont magnifiques. Je pense par exemple, j'ai jamais joué Witcher, mais je connais la musique par cœur parce que quand j'écris, ça aide. Et puis la musique, c'est vraiment quelque chose qui permet de m'isoler, à part le chat, parce que le chat il viendra toujours m'emmerder quand j'écris, c'est normal. Mais ça m'aide à me plonger dans un univers et ça m'aide vraiment à m'isoler et à me plonger dans mon processus d'écriture. Donc je dirais vraiment musique et cinéma, et après à la marge le jeu vidéo parce que je joue beaucoup, mais je joue pas forcément à des jeux qui sont très inspirants d'un point de vue d'écriture. Et après, par exemple, tout ce qui est niveau jeu de plateau, jeu de rôle, ou alors, jeu de rôle, alors j'ai pratiqué Warhammer quand j'étais môme, mais chez les copains, parce que j'avais pas la thune pour acheter les figurines, donc j'allais chez les copains, c'est ok. Mais oui, effectivement, Warhammer c'est amusant, enfin surtout 40 000, parce que c'est bourré de références historiques, croisées, entrecroisées, décroisées. Et du coup, il y a un côté anti-manichéen dans cet univers qui me plaisait pas mal, et que je regrette dans Star Wars, surtout les derniers. Je ne vais pas lancer polémique ce soir, ça va être le bordel. Mais où il y a le côté hyper manichéen dans les Star Wars qui me laisse un peu de marbre, alors que certains jeux de plateau sont au contraire un peu glauques. Je suis né en 85, j'ai grandi avec des films d'action, etc., qui étaient assez glauques, assez peu aseptisés sur certains aspects, et j'aime bien ce côté dans le jeu de plateau Warhammer, ce côté un peu sale. Mais le jeu de rôle, je ne fais pas parce que je n'avais pas de copains qui faisaient des jeux de rôle à l'époque, du coup je ne me suis jamais essayé. Je ne suis pas fermé d'esprit, mais juste que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Et pourquoi pas. Juste, oui, moi par contre je suis un rôliste convaincu, je n'ai jamais arrêté. Jusqu'à ma mort je jouerai. Dans le cercueil aussi. Je pense qu'il y a trois niveaux et trois arts ou médias en fait, qui ont une influence. Je vais passer du plus éloigné au plus évident. Le plus éloigné, moi j'aime beaucoup, alors je n'y connais absolument rien, pourtant ça fait des années que j'en regarde, j'adore la danse contemporaine. Donc voilà, je suis un grand amateur de danse contemporaine, à tel point que même quand je vais au Festival d'Avignon, je vois essentiellement de la danse, aux hivernales, pour ceux qui connaissent, centre de création. Voilà. Et je reste persuadé que depuis que j'ai cet attachement à la danse, à cet art visuel, d'une certaine façon, c'est une façon de comprendre et d'explorer quelque chose qui est radicalement différent de l'utilisation d'un mot, d'une phrase pour s'exprimer, parce que là on est vraiment sur l'aspect visuel, un mouvement corporel. C'est peut-être parce que là aussi, un peu comme la Maison des Feuilles, en fait, je pense que c'est tellement loin de moi, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose de magique en fait, que je n'atteindrai pas et que je ne ferai jamais, peut-être dans une autre vie. Je dis souvent, si je pouvais recommencer, je serais danseur de comédie musicale. Oui, je pense que ça influe d'une certaine façon sur mon écriture. Sur le deuxième point, il y a le cinéma. Alors là, à mon avis, un peu plus évident. Là, pour le coup, vraiment sur toutes ces époques, puisque par exemple, une des inspirations du personnage direct de la mort qui parle à Lincoln dans Je suis fille de rage, c'est la mort dans le 7e saut d'Ingmar Bergman, où un chevalier va jouer sa vie aux échecs contre la mort. Voilà. Il va finir par la danse macabre à la fin, voilà. Mais globalement aussi je pense sur certains films contemporains, je réfléchissais pendant que mes camarades parlaient. Récemment, la réflexion autour du Joker, voilà, qui est parfois un peu clivante, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui sont proposées par rapport à l'approche du personnage. Sur d'autres types, des choses comme True Blood des frères Cohen, sur leur revisitation très contemporaine de l'image très réaliste du western. Il y a aussi des choses très intéressantes. Là, il y a
je trouve qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui font écho, à mon avis, qui m'apprennent pour mon écriture. Et la plus évidente, c'est effectivement, moi, je suis aussi formé au Conservatoire d'art dramatique, et j'ai ce lien avec le théâtre dans mon écriture qui m'a toujours directement ou indirectement lié. J'aime beaucoup le théâtre, j'ai beaucoup lu de théâtre, je continue à en lire pas mal, surtout dans les classiques. Et je pense que ça imprègne mon écriture. Il y a un côté théâtral dans mes dialogues, qui est évident, à mon avis. Jusqu'au dernier, où il y a des extraits théâtre que je retraduis. Il y a une ambiguïté de mise en abîme, de passage de théâtre, et de ce qui arrive dans les personnages. Donc voilà, là on est vraiment dans le lien le plus direct avec et mon influence artistique et mon écriture. Un des fils communs à vos romans, à tous les trois, c'est l'histoire. L'histoire est extrêmement présente, hein, clairement, et il y a toujours cette question, si vous aviez la possibilité, vous, de vivre une période historique, laquelle ce serait? Si vous avez la possibilité de retourner à une époque et de découvrir justement une période en particulier, moi, laquelle? c'est la romantique. J'ai le droit de vie et mort sur ma femme et mes gosses. Il y a de la Non, vengeance, sérieusement, là. je pense que... Alors, pour y vivre ou pour la découvrir? Non, pour la découvrir. Pour la découvrir, moi, j'adore la Renaissance. J'aime beaucoup la Renaissance. Parce que, par exemple, tu vois, j'aimerais bien découvrir la peur des dinosaures, j'aimerais pas y vivre Ouais, non plus. c'est ça. C'est quand même, voilà, je comprends très bien, parce que la Renaissance, c'est passionnant, c'est une période passionnante qui est mal connue, en fait. Mais y vivre, non, c'est une période hyper glauque, c'est une guerre de religion, etc. Donc, mais c'est une période qui m'intéresserait. Le XVIIIe siècle aussi. Je pense à la phrase de Talleyrand qui dit quiconque n'a pas connu Paris à cette époque n'a pas connu la douceur des vivres. Et je pense que c'est les deux périodes que j'aimerais découvrir en priorité. Après, si j'ai un peu de marge, la romantique, la robe impériale, ça me irait bien. Mais je pense pas. C'est comme ça, la Renaissance. Voilà. Comme période. Je suis pas très Moyen-Âge, je suis désolé pour les médiévistes. J'aime bien ça, mais je suis pas pas particulièrement interpellé par cette période. Toi, Olivier, si tu avais l'occasion de revisiter une période historique, ce serait laquelle? Alors, s'il faut vraiment choisir, quitte à aller dans une période historique, j'irais bien du côté des Aztèques, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose de tout à fait différent. Parce que bon, on est d'accord, le postulat, c'est pas pour y vivre. On est d'accord. C'est juste que voilà, une ou deux journées de tourisme sans risque, ouais, j'irais bien voilà, chez les Aztèques, chez les Mayas, quelque chose de vraiment exotique, qui sortent vraiment de ce qu'on connaisse, parce que c'est j'ai lu quelques petites choses sur le sujet, et c'est vraiment un monde vraiment totalement différent. C'est des modes de pensée qui nous paraissent totalement, peut-être parfois même absurdes, mais voilà, c'est vraiment la définition exacte de l'exotisme, de l'étrange, de l'autre dans ce qu'il a de plus autre. Donc c'est intéressant à voir, je pense. Peut-être comment tout ça a commencé en fait, parce que je pense que j'irai voir la préhistoire, juste pour voir, parce que j'ai vraiment, je pense que des images d'Épinal, aucune connaissance, et finalement aller voir comment le début du fil en fait, comment ça s'est passé, comment ça s'est noué, et je pense que, et sur l'aspect visuel, et sur l'aspect société, naissance d'une société, je pense que, ouais, j'ai vraiment cette curiosité là. Ouais. Alors maintenant, du coup, qu'on a un petit peu découvert un petit peu vos lectures et vos influences, en tant qu'écrivain, vous avez commencé quand? Voilà, votre première expérience d'écriture, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre premier texte? Comment c'est venu? Est-ce que vous étiez tout jeune? Est-ce que ça fait pas si longtemps? Voilà, vous racontez un petit peu votre aventure d'écrivain. Je t'en prie. Je vais y aller. Ça va être assez rapide parce que j'ai commencé assez récemment. En fait, j'ai commencé un peu avant Royaume de vent et de colère. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait quelques nouvelles. Je me suis essayé à la nouvelle. Je pense comme beaucoup de mes collègues, il y a beaucoup de gens qui, en tout cas dans l'imaginaire, qui commencent par ce format-là. Donc de très mauvaises nouvelles, peut-être une dizaine, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui retienne l'attention, qui va être
La mer des mondes qui va être retenue par le Bélial en numérique. Et à partir de là, c'était quoi, un roman. J'ai dit voilà, j'arrête les nouvelles, je prends 6 mois, j'écris un roman, j'écris Royaume de vent et de colère, et puis voilà, et c'est tout. Et après j'écris 2 romans, c'est tout. Ça a l'air facile quand tu dis ça. Non, en le disant, je me rends compte que j'ai juste une chance extraordinaire, parce que je pense que je souhaite à tous les apprentis auteurs et écrivains la chance que j'ai eue, parce que j'ai écrit un roman, je l'ai soumis, il a été pris, et voilà, c'est Un peu de talent peut-être aussi. En fait, j'aime pas le mot talent. Je veux dire pourquoi, c'est pas par fausse modestie non plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont du talent. Je trouve que c'est des gens surtout qui ont une grande capacité de travail, d'évolution. Je trouve que c'est peut-être, je pose la question à la volée, c'est peut-être très français de dire l'auteur, il a un talent inné, tout ça. Non, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Moi, je vois plus l'auteur comme un artisan, en fait, qui travaille son écriture, voilà, et puis c'est parfois une histoire de rencontre aussi. C'était peut-être le bon moment, c'était peut-être le bon format. Peut-être que c'était pas mauvais non plus. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des très beaux textes qui finalement ne trouvent pas leur public non plus. Donc vraiment, c'est une espèce d'alchimie du moment. Donc il y a peut-être effectivement un peu d'écriture, il y a un peu de hasard. Voilà. C'est magique en fait, la chance de voir un bouquin apparaître. Alors moi j'ai commencé très sobrement aussi par une saga de Space Up de 5 tomes. Et j'en ai écrit 3. Ils sont mauvais. Donc non, j'ai commencé en 2015 et j'ai voulu commencer par la SF. Mais vraiment c'était pour essayer. Et les romans que j'ai écrits là, c'était en fait plus un passe-temps. Ils n'étaient pas bons, les personnages dedans étaient des personnages fonction. Mais c'était plus pour m'amuser, etc. Et après avoir écrit ces 3 tomes-là, je les ai envoyés à des éditeurs qui me les ont envoyés, parce que c'était pas abouti du tout. J'ai décidé de m'attaquer à la fantasy en 2017, en fait, pour Cheval Vol. Et j'ai commencé, on va dire, un chapitre pour voir un peu comment ça faisait, si je m'amusais en écrivant, puis un deuxième, un troisième. Je suis arrivé à peu près à une centaine de pages, et là je dis bon, puisque j'ai commencé, je finis, et je propose à un éditeur. Et c'est venu un peu au début par jeu, je voulais voir si j'étais capable d'écrire. Si je prenais du plaisir à le faire, et ça reste aujourd'hui un peu mon objectif. J'aimerais bien vendre des centaines de milliers de livres et vivre de ça, mais c'est malheureusement difficile. Donc ma première priorité, c'est de prendre du plaisir en écrivant, et c'est ce qui m'a motivé au début, assez récemment, mais c'est ce qui continue à me motiver aujourd'hui pour écrire, même parfois des textes qui ne seront pas publiés, mais parce que j'aime bien de temps en temps cet exercice-là. La question c'était Votre première expérience d'écriture, en fait, comment c'est venu, si tu te souviens un petit peu de ton premier texte, voilà, comment c'est venu. Mais qu'est-ce qu'on compte, enfin, moi, mes premiers textes, je suis né en 81, mes premiers textes, je les ai encore, ils sont datés de 87. Et bien voilà, comment c'est venu?